Donc Tony Lamblanche, vous êtes originaire du Cher, donc de Vierzon, je crois, plus précisément. Exactement. Et ça veut dire que vous avez commencé votre passion pour le sport ici, dans le département. À Vierzon, exactement. Dans le quartier de Chaillot, d'abord par le... Non, j'ai commencé par l'escrime. Je ne sais pas pourquoi on m'avait invité à faire de l'escrime, ce qui ne m'a pas bien plu, même si ça se passait très très bien. Et ensuite, j'ai joué dans un quartier dont j'étais issu, qui s'appelle Chaillot. Et ensuite au stade Vierzonais, le Vierzon Foot 18, avant de venir jouer à Bourges, parce qu'après, un petit peu plus tard, je suis venu vivre ici et j'ai joué à Bourges aussi. Bah, pas très loin, le stade derrière, à côté, qui était à Sirocco, et ensuite les Grosses Plantes. Enfin, Jacques Rimbaud. Voilà. Et donc pour revenir sur 2019, donc là c'est quelques années après la carrière de sportif de haut niveau, en tout cas dans une équipe de football. Et dans cette nouvelle vie, à un moment donné, vous vous êtes rechallengé en vous disant pourquoi pas battre un record du monde. Vous avez parlé d'Amélie, Marie-Amélie, que je connais bien tout à l'heure et qui est devenue, pas ministre, mais je crois qu'on s'est vu il y a un mois et demi. Mais elle est présidente du comité paralympique. C'est ça, présidente du comité paralympique, on s'est vu sur Tours il n'y a pas très longtemps. Elle a été présente dans mon événement. Ludovic Chornon, que vous avez cité aussi, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, donc ça tombe bien. Ça a été aussi des gens inspirants, en particulier Ludovic, parce que je l'avais accompagné dans son défi. Il y est un peu quand même pour quelque chose à la base. La graine avait été un petit peu plantée à travers son projet à lui. Et puis j'ai simplement adapté, si on parle un peu d'objectif, j'ai réadapté un projet, j'ai envie de dire, réadapter un projet qui me parlait, qui était fait sur mesure pour moi et qui me parlait à moi et qui me plaisait, qui était à la hauteur de mes ambitions et de mes moyens. Voilà. Alors, peut-être que pour illustrer pleinement, parce que se redire comme ça, c'est 2019, c'était quand même déjà il y a quelques années. Je ne sais pas si ça évoque chez vous un souvenir d'avoir été interpellé, surpris dans les médias par une annonce sur un corps. Mais on était en train de chercher à retrouver le lien de la vidéo. Peut-être que c'est le moment pour partager avec tout un chacun. Ce que je propose, c'est que oui. Ouais. Donc c'est un petit retour en image de l'initiative Respire 37. Hop. C'est courir 37 semi-marathons sur 37 jours pour Magie à l'hôpital. Vous pouvez venir courir 1 km, 6 km, 14 ou 21 km avec Tony qui lui va faire 37 fois les semi-marathons. C'est l'objectif, c'est le but et on le répète, du plaisir et du plaisir parce que tout le monde se rencontre ici, tout le monde se parle et tout le monde court dans la joie. Et puis évidemment, on est là aussi pour créer un événement solidaire parce que tous les fonds qu'on collecte seront reversés à Magie à l'hôpital pour réaliser des rêves d'enfance. Venez courir pour les enfants. Pour le rappel, après moi ce que je proposais c'est profiter un petit peu d'être en petit comité, j'aime bien la proximité, je suis bien accompagné, voilà, tout le monde, beaucoup de gens ici, et bien entouré aussi des éléphants, c'est marrant parce que j'aime bien les métaphores et après je vous raconterai une métaphore de l'éléphant qui me plaît beaucoup, donc je ne m'attendais pas à être aussi bien entouré d'éléphants. Je pense que c'est un vaste sujet, moi ce que je vous propose c'est de vous intéresser, de parler au cœur des gens, moi c'est ce qui m'intéresse. Bien sûr qu'il y a plein de choses à dire dans le sportif, dans l'exploit sportif entre guillemets. Il a été aussi motivé par une cause parce qu'on parle beaucoup de record du monde, mais pour moi, c'est pas forcément ce qui a été le plus important derrière ça. Je parlais de rencontres avec les gens, moi ça a été une vraie découverte de moi-même aussi. Une rencontre avec les gens, on peut se parler de scientifique, on peut se parler de sport, on peut aussi se parler de rêve et on peut parler de dépassement de soi. Et au-delà du sport, je pense qu'ici, il y a peut-être des jeunes à qui le sport parle,
mais il y a peut-être des événements de vie dont chacun a envie de parler, ou des métiers dont chacun a envie de parler. J'ai été entouré entre autres de nutritionnistes, de naturopathes, parce qu'on ne parle pas assez bien de ces métiers-là, pas assez souvent d'ailleurs, en tout cas de ces médecines-là, de ces sciences-là, de sophrologues, parce que je sais qu'il y en a ici. Ça, c'est aussi des sujets intéressants et j'ai envie d'ouvrir le spectre pour non pas parler de moi, mais si moi je peux être un outil, parce que je me suis toujours considéré un peu comme un outil à travers ce projet, j'ai rien pris de façon personnelle. Je pense que j'ai été un messager ou un outil dans ce projet et je continue à l'être pour discuter des sujets qui vous concernent et qui vous plaisent et qui vous tiennent à cœur. Plus que de revenir sur le fait d'avoir fait 37 semi-marathons en 37 jours, bravo, c'est bien, c'est fait. On s'en félicite, après maintenant on passe un peu à autre chose et puis ce qui compte c'est votre activité à vous et pas tellement la mienne. Et c'était d'ailleurs, dans nos premiers échanges, une des questions, c'est d'ailleurs autour de l'encadrement, quand on essaie de se dépasser ainsi. Vous l'avez dit rapidement, mais la diversité des personnes qui ont aidé à réaliser et le cadre dans lequel ça s'est déroulé aussi. Respire 37, c'est donc une association qui a été créée pour porter l'événement. Et donc on voit ce titre, Je cours pour les enfants, ça c'est l'opération pour laquelle l'action a été engagée. Alors moi je pense que c'est important de tout dire, je ne suis pas du genre à cacher, c'est déjà comme ça à l'école, mais de dire les choses. Et voilà, c'est important de témoigner vraiment de son projet sans dénigrer, sans juger, sans balancer. En fait, quand vous partez tout seul dans un projet comme ça, déjà il y a peu de gens autour de vous, et vous prenez tous les risques. Et entre autres, cette association Respire 37, moi je voulais donner ce projet. En fait, voilà, je vais faire ça et je le donne à quelqu'un, je le donne à une association. Seulement, c'est beaucoup de risques. C'était beaucoup de risques, c'est un coût monstrueux en logistique, et puis c'est aussi des risques parce qu'il y avait quand même des centaines, voire des fois ça arrivait des milliers de personnes qui viennent courir pendant ce semi-marathon qui dure 37 jours. Donc j'ai proposé à une association de porter ce projet. Évidemment que c'est très intéressant pour récolter, et tant mieux, mais personne ne voulait prendre les risques. Donc j'ai dû créer cette association, et pour moi c'était beaucoup plus facile. Respire 37 n'aurait jamais existé si on ne m'avait pas demandé de créer une association pour prendre effectivement tous les risques, pour que l'argent passe par l'association que j'ai créée, pour reverser derrière à une association. Voilà. Donc ça c'est autant tout dire, ça s'est passé comme ça. En tant que vecteur, quoi. Et je crois que dans cette anecdote, au dehors des aspects financiers, le record lui-même, en fait, c'est quelque chose que vous n'avez pas souhaité au final finaliser ou ancrer comme un record en le faisant rentrer dans l'équivalent du Guinness ou autre, parce que ça voulait dire finalement moins d'investissement pour la cause et plus pour... ouais, il y avait une raison à ça, c'est-à-dire que moi c'était pas une finalité en soi, et puis je l'ai prouvé, enfin j'avais rien à prouver, mais j'ai été jusqu'au bout des choses, dans le sens où il faut savoir que le Guinness c'est un système aussi très américain, j'ai rien contre, mais ils vous demandent de l'argent pour être inscrit dedans. Donc non, vous payez pour alimenter leur guide, leur bouquin finalement. Et cet argent-là, étant donné que je le faisais pour une cause et que je récoltais de l'argent pour une association, j'aurais aimé d'ailleurs que ce soit 37 associations, mais c'était encore aussi beaucoup de logistique. C'était de l'argent au moins pour les enfants. Pour inscrire mon nom, pour avoir une ligne au Guinness, bon, ça faisait pas tellement sens, ça n'avait pas d'importance pour moi. La preuve en est, maintenant tout le monde... Enfin, voilà, c'était pas une finalité ce record du monde. Voilà. Donc 5 ou 6 000 euros en moins qui étaient très utiles pour emmener peut-être des enfants qui ont pu partir en fin de vie, voir la montagne pour la première fois parce qu'ils sont alités depuis longtemps. On est là aussi pour parler de sens. Enfin, ce projet, je l'ai fait parce qu'il avait du sens aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent m'écouter ou qui viennent me voir parce qu'ils sont aussi en quête de sens ou qui recherchent du sens à nouveau dans leur vie. Il m'a semblé à ce moment-là que ça avait beaucoup plus de sens que l'argent puisse bénéficier
à des enfants malades que d'avoir mon nom sur Guinness. Et alors justement, avant de poursuivre sur les questions, il y en a une immédiate qui m'a interpellé, c'est aussi dans les ressorts de motivation. Est-ce que là, l'objectif, on parlait tout à l'heure de marathon, de temps record, en fait là c'est 37 semi-marathons, et bien au contraire, plutôt que de chercher à faire les semi-marathons au cours de 37 jours dans un temps le plus court possible, donc de faire un exploit en termes de vitesse, vous allez plutôt essayer de trouver la cadence adaptée, en accord avec le staff, qui permettait d'agréger, d'inviter un grand nombre de personnes à courir, comme on le voyait sur les images. Effectivement, ça dépend dans quelle philosophie on souhaite le faire. Pendant 37 jours, j'ai fait que parler. Je suis assez bavard. Et en fait, pendant 37 jours, j'ai toujours eu des gens à côté de moi. Je démarrais, il y a des gens qui arrivaient, je ne les voyais pas toujours à côté. Et qui venaient me parler. Donc j'ai parlé pendant 37 jours. Pendant chaque semi-marathon, je n'ai fait que parler avec les gens à côté. C'était jamais les mêmes, ou des fois souvent les mêmes, parce qu'à la fin, on s'accapare, on court sur toi, sur tes pieds, etc. Donc en fait, ça a été une discussion, un échange avec les gens, parce que ça s'est fait en 1h45 en moyenne chaque jour, donc c'était un rythme certes quand même un peu élevé, mais pas... C'était même un peu moins de 22 km, donc c'est déjà une course qui demande un certain entraînement. Et puis il fallait pouvoir durer. Ouais. Donc là, à peu près un peu moins de 2 heures pour faire ce parcours-là. Et alors pour ceux qui connaissent Tours, en fait, l'endroit où ça s'est déroulé, vous voyez sur la vidéo, c'est pas du tout un stade, c'est pas un lieu marketé pour un exploit sportif, c'est au contraire un lieu de vie, un centre commercial avec un environnement assez vert autour, c'est au sud de la ville, pas très loin de bâtiments où se déroule de la recherche, peut-être le Polytech. C'est ça. Et alors, le choix du lieu, ça a eu aussi son importance pour... C'est compliqué de... ça a eu son importance, c'est que pour des raisons de sécurité, c'est pas si évident de trouver un lieu qui, pendant aussi 37 jours, imaginez un Paris-Tours en cyclisme, ou ne serait-ce que le marathon de Tours qui a eu lieu il y a peu de temps, comment vous barrez la route, et il y a aussi des gens pas sportifs, et il y a aussi des gens qui ne comprennent pas ce genre de manifestation et que ça embête. Quand vous barrez tout Tours pendant une journée, alors imaginez 37 jours, je pense que j'aurais pas été aussi populaire qu'aujourd'hui, parce que je sens à Tours que les gens m'aiment bien. Je suis pas sûr qu'ils m'aimeraient aussi bien si pendant 37 jours ils avaient dû faire des détours pas possibles. Donc c'était aussi un peu compliqué, aussi pour des raisons de sécurité et de barrage. Donc ça, la mairie avait beaucoup travaillé là-dessus. C'est pas simple. Oui, c'est un parc qui s'y prête. C'est ça. Il y a l'espace pour courir. Où les gens peuvent se garer, venir assez facilement avec un parking, avec... Alors, j'espère que ces quelques éléments déjà ont suscité votre curiosité, que vous avez envie d'en savoir plus. Comme j'étais au départ, le souhait de Tony Lablanche, c'est vraiment d'être sur un échange. Donc n'hésitez pas, quelle que soit la question qui vous vient à l'esprit, soit tout de suite, soit dans quelques minutes. Je vais me permettre, bien sûr. Parce que alors j'ai pas dû regarder sur Google. Alors, je sais pas, quel âge vous avez aujourd'hui? 48. 48. Et alors, les deux métiers, qu'est-ce que vous... Alors, sportif, ok, mais vous étiez déjà préparateur, coach sportif, tout ça, c'est venu par la suite? C'est venu par la suite. Alors, coach sportif, c'est un grand mot, je ne suis pas exactement coach sportif. Aujourd'hui, je suis préparateur mental pour sportif. Ça faisait déjà au moins une dizaine d'années que je me suis beaucoup intéressé aux neurosciences, à la PNL, à l'analyse transactionnelle, à la communication non violente, mais vraiment par développement personnel, parce que ça me passionne autant que le sport, peut-être même encore plus, au de niveau. Donc aujourd'hui, je m'éclate vraiment à être préparateur mental pour sportif, dans le sport, parce que là, je réunis un peu les deux. Non, moi j'ai toujours travaillé et je continue à travailler. Et pendant les 37 semi-marathons, j'ai travaillé. C'était aussi un élément aussi important, parce que n'étant pas pro, je suis entrepreneur, donc il fallait aussi que je maintienne mon activité, même si elle a été très diminuée, et qu'à la fin, même si l'exploit, tout le monde applaudit, il fallait, une fois terminé, retourner au travail et puis remonter un peu l'activité professionnelle, parce que là, tu es tout seul. Donc moi, j'ai toujours été dans la commercialisation de menuiserie, fenêtres, portes et volets, et j'ai commencé ici d'ailleurs à Bourges, j'ai tenu une agence. D'accord, mais c'est pas le sport qui vous a amené à vous orienter sur effectivement le préparateur mental pour les sportifs.
Non, pas forcément, un peu les deux. Il y a la passion du sport, mais il y a aussi la passion des neurosciences, et je pense qu'il y en a ici qui s'intéressent aussi un peu et beaucoup à ça, au développement personnel dans un premier temps, et puis tout doucement on va vers quelques formations, parce qu'un peu déçu du management dans les grosses entreprises, et puis on se sent profondément humain. Vous savez ce que c'est, des fois des accidents de vie ou des virages de vie qui font qu'on remet un petit peu en question, je trouve, la bienveillance humaine, parce que c'est un mot tellement à la mode et tellement galvaudé que, sans trop m'écarter, je veux dire, c'est tellement à la mode dans le sens où il y a des gens qui utilisent en toute bienveillance et qui ne le sont pas forcément. J'ai trouvé à un moment de ma vie qu'en entreprise, on en manquait énormément. Et c'est comme ça que j'ai mis un premier pas. Je courais déjà et que j'ai mis un premier pied dans la communication non violente, la PNL, etc., pour qu'on ait peut-être un peu plus de management humain, plus à l'écoute de l'être humain. Et voilà, comme je vous disais, les deux piliers m'intéressent beaucoup. Et d'ailleurs, je ne fais pas que les sportifs. Et quand je traite les sportifs, bizarrement, c'est rarement le sujet sportif qui vient. J'ai des sportifs de haut niveau, très connus, bien connus, dans différents sports. Et puis peu importe, j'ai envie de vous dire que j'ai un amateur, qu'il ait 16 ans ou que ce soit quelqu'un de très connu. C'est des êtres humains avec des problématiques qui sont les mêmes. Et qui sont souvent des satellites ou des choses polluantes en dehors du sport. J'ai répondu à votre question. Si c'est là on suscite une. Sinon, pour moi, justement, dans l'interaction que vous avez aujourd'hui avec des sportifs, notamment ou d'autres, comment la volonté de se dépasser, d'aller chercher l'exploit, est-ce qu'il faut, en coachant la personne, finalement, parfois l'amener à prendre conscience de la raison pour laquelle elle fait cet effort, de l'objectif qu'elle se fixe, pour arriver justement à mieux l'atteindre en ayant une vision claire de cet objectif. Est-ce que c'est, il faut faire 100 abdos et 100 pompes, c'est l'objectif, et s'il y en a que 10, c'est raté, ou est-ce qu'il n'y a pas une autre démarche? Parce que ça, c'est quelque chose que vous pourriez partager un peu avec nous, qui était présent. Alors l'objectif, bien souvent, c'est un vrai sujet, il est parfois mal déterminé, il est parfois trop loin, trop haut, pas défini par la personne concernée. Il y a vraiment des méthodes pour définir un objectif. Il faut qu'il soit réaliste, il faut qu'il soit chiffré, il faut qu'il soit daté. Et par exemple, je vais vous avouer quelque chose. Moi, j'étais parti sur 37 marathons. Ce qui me semble, je pense que j'aurais pu les faire, en toute modestie, j'aurais pu les faire. Ça me semblait pas... J'y croyais tellement que ce qui m'a fait revoir l'objectif, déjà avoir un peu d'humilité et surtout bien s'écouter. Je me suis bien écouté et je me suis dit, ouais, 37 marathons, moi j'étais vraiment parti là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai revu mon objectif, et pas parce que j'y ai pas cru, parce que je me suis dit, le marathon m'a toujours embêté. C'est pas une distance sur laquelle j'ai fait la course, où j'ai pris du plaisir. Et sur quelle distance j'ai pris du plaisir? C'était le semi-marathon. Et je me suis dit, fais quelque chose qui te ressemble, qui te correspond, sur lequel la notion de plaisir que j'ai évoquée, qu'elle puisse être là, quoi. Et donc, effectivement, j'ai réajusté parce que je me dis, c'est moi. Et j'invite que quand on a un objectif, de faire quelque chose de fidèle à soi, de ne pas essayer d'imiter, de bien le clarifier, de bien le ressentir. Et à un moment donné, effectivement, quand je me suis dit non, ça ne sera pas 37 marathons, mais 37 semis, ça a beaucoup plus fait waouh. En fait. J'étais beaucoup plus à l'aise et je l'ai tout de suite senti que j'étais beaucoup plus à l'aise avec. Bon, puis c'était un peu arrangeant aussi, hein. Je rentrais un peu plus tôt le soir. Voilà. Voilà comment on peut aussi revoir ses objectifs à la baisse sans que ce soit un aveu de faiblesse ou autre. Alors à nouveau Ouais, moi j'ai une question sur la préparation avant. En fait, combien de temps tu t'es préparé avant avec justement toute l'équipe là, comment ça s'est un peu passé avant, pendant, après sûrement. Ça c'est la durée de tout ça. Oui, et l'après. Et puis comment chaque professionnel a été aidant pour cette... Tout à fait. Alors je leur rends hommage
parce qu'effectivement, c'est toi l'outil, c'est toi qui mets en avant, c'est toi le leader. J'ai toujours dit d'abord, c'est marrant parce que la personne que vous avez vue, Virginie, que j'ai pas eu au téléphone depuis longtemps, m'a appelé quand on est sorti de voiture. Elle a dû avoir des antennes. Et qui était la nutritionniste, une nutritionniste qui m'a accompagné. J'ai eu une équipe tout autour de moi. Et ça n'a pas été une réussite solitaire et individuelle, surtout pas. C'était un sport co, c'était un projet collectif, de par leurs compétences métiers. Alors je vais essayer de citer à peu près tous les gens, toutes les belles personnes et bonnes et bons professionnels dont j'ai été entouré. Donc, médecin, pas forcément le rôle le plus omniprésent et important, mais nécessaire juridiquement, on va dire, mais surtout nutritionniste, naturopathe, ostéopathe, kiné, sophrologue, masseur, il y en a plein d'autres, je risque d'en oublier. Mais en tout cas, voilà, je me suis vraiment entouré de gens extraordinaires et bons dans leur métier, qui ont été omniprésents et qui, eux aussi, ont dû rechercher, parce qu'on est là pour parler de science et de recherche. La nutritionniste a beaucoup collaboré avec le nutritionniste de l'équipe de France olympique à l'époque, parce qu'on est sur des défis qui ne sont pas communs, évidemment, et ils se creusent la tête à savoir effectivement comment on va t'alimenter tous les jours pour maintenir les calories, le poids, et la fatigue se faisant au 18e, 20e, 22e, comment on va changer l'alimentation, comment on va augmenter les doses, etc. Sophrologue aussi très très intéressant parce que pouvoir... j'avais déjà franchi la ligne d'arrivée avant d'être parti avec le sophrologue, donc ça c'est quand même des expériences assez magnifiques. C'est tous devenus des amis par la suite, et il y a des moments de doute et il y a des moments de grande fatigue, et la sophro m'a beaucoup aidé aussi. Voilà. Donc je pense que je rends hommage, je pense à ma femme qui est là, qui est psychologue, qui fait de l'accompagnement psycho-émotionnel et bien plus encore, et qui est naturopathe. Ce sont des métiers sur lesquels il y a encore beaucoup de méfiance, et je pense que c'est une médecine vers laquelle il faut vraiment aller, vraiment s'orienter. Les sophrologues, n'hésitez pas à aller les consulter parce que moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé, et je crois beaucoup en eux. Voilà. Et donc dans cette continuité-là par rapport à l'apport de la sophro, pour comprendre, elle arrivait avant l'exploit, elle arrive à la fin de chaque semi-marathon, elle arrive à tout moment de la sophro, elle a surtout été là avant. Pendant la préparation, parce que je vous avoue que le plus grand défi a été la préparation. Je ne dis pas que les 37 semi-marathons sont... mais si, je vais le dire, se sont déroulés vraiment comme une fleur. Mais la préparation a vraiment... Mon grand défi a été la préparation. À partir du moment où j'ai mis les pieds vers le premier semi, ça s'est déroulé... ça s'est très bien déroulé. Après, les kinés, masseurs, la cryothérapie, tout ça, ça c'est très bien. Ils ont fait le job. Et sur des techniques de visualisation, d'anticipation de l'effort, sur des techniques plutôt de relaxation avant l'effort, ça a été quoi plutôt son apport de la sophro? Plutôt de relaxation. Autant vous dire que sur moi, l'exploit est là. Il a fait un gros exploit. Peut-être encore plus grand que le mien, parce que avant de me relaxer, peut-être. Moi j'avais une question par rapport au traumatisme musculo-squelettique. On avait reçu il y a quelques années Rémi Camus, donc aventurier de l'extrême, qui avait fait notamment la traversée sans assistance de l'Australie en courant. Donc un exploit pareil par rapport à un objectif qui était de parler d'un certain nombre de sujets par rapport à tout ça. Et quand on l'avait reçu justement un peu dans le même esprit que ce soir, il disait la première chose que j'ai appris, c'est à courir. C'est-à-dire que finalement, quand on est sur des efforts qui sont aussi longs, il faut réapprendre complètement les gestes pour éviter... Est-ce que ça a été le cas aussi pour vous? Oui, c'est vrai. J'ai dû adapter et modifier ma foulée au fur et à mesure. Ça aussi été une étude des chaussures, puisque j'avais un équipementier, Mizuno, qui envoyait
plusieurs fois la même paire de chaussures. Alors on pourrait se demander l'utilité. Il a fallu varier sur le même type de chaussures, varier pour avoir un taux d'usure, on va dire, de la chaussure de manière régulière pour éviter les blessures. Tout a vraiment été recherché par Podologue. J'avais oublié, effectivement, le Podologue a fait un travail assez extraordinaire là-dessus. Et de pouvoir faire une foulée économique, on va dire. De pouvoir un peu modifier sa foulée pour pas... Le vrai défi là-dedans a été la répétition et a été le risque de blessure, en fait. C'était de récupérer. En fait, le défi se faisait entre les semi-marathons, de bien pouvoir récupérer. Donc effectivement, merci pour la question, parce que ça a été aussi... ça s'est pas vu, et j'en ai rarement parlé, voire jamais, mais effectivement, j'ai dû adapter plusieurs foulées, apprendre à courir différemment. J'ai appris plusieurs gammes de courses. Oui. Et du coup, l'alimentation et le sommeil, comment ça marchait durant l'effort en gros, qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme alimentation et niveau sommeil, qu'est-ce que vous avez changé Une alimentation peut-être... j'ai réappris un petit peu à manger pendant cette période. C'était surtout les doses. C'était surtout à s'alimenter tout de suite après, par exemple. Avoir un peu de protéines tout de suite après pour la récupération, d'être alimenté tout de suite derrière. Et c'était surtout une question de dose et de rythme, à quelle heure manger. En fait. Et souvent dans la journée. En fait, j'étais à 4 ou 5 repas dans la journée, petite quantité, mais 5 fois par jour. Parce que ça brasse un peu aussi l'estomac, donc il a fallu un peu gérer tout ça. Le sommeil venait assez bien, mais bon, il n'y a rien réellement qui a changé. Vous faisiez le matin plutôt votre course, c'était à quel moment? Non, c'était le soir à 18h. Dès que je terminais, alors moi c'était très difficile j'avais des rendez-vous derrière parce qu'il fallait aller voir le masseur, il fallait aller à la cryo. Et en fait les gens étaient là et j'avais très envie de profiter des gens, donc parfois il fallait m'attraper pour m'emmener pour aller à la cryo, et le masseur qui attendait et qui lui, des fois à 21h30, avait envie un peu de rentrer chez lui parce qu'il y avait bien 1 heure de massage. Mais moi j'avais envie de profiter de l'événement, donc je n'étais pas très discipliné, je profitais des gens. Mais voilà, c'était assez ritualisé. Donc ce qui fait que le sommeil, finalement, il arrivait un peu tard le soir, parce qu'avec l'excitation et tout ça, c'était pas forcément évident, même si la cryo permettait d'avoir... Les soirs de cryo me permettaient d'avoir un meilleur endormissement quand même, parce que ça aide. Et puis les matins, je me levais toujours à la même heure parce que j'allais tous les matins chez le kiné. Donc les rituels, très ritualisés, et je propose à tout le monde qu'effectivement dans une préparation, les rituels du sportif sont quand même importants. Et dans ces rituels-là, le temps de récupération, est-ce que ça a été aussi une des choses difficiles à gérer? C'est-à-dire qu'un temps de récupération entre 2 courses, c'est un fait, mais entre 37 courses qui s'enchaînent, justement vous en parlez un peu, comment les spécialistes qui vous entouraient ont appréhendé cela. Il n'y a pas forcément beaucoup de recul, c'est pas un exploit du quotidien. Et vous, qu'est-ce que vous avez senti comme changement? Parce qu'a priori, la fin n'était pas plus difficile que... Non, au contraire, plus facile. J'ai pas, pour tout vous dire, je rends hommage à mon kiné qui est décédé depuis. Il a fait un travail d'orfèvre, enfin ils ont tous été artisans. Ils ont tous appris en fait. Tout le monde découvrait. J'avais un kiné extraordinaire qui avait vraiment eu les plus grands boxeurs de Levallois-Perret. Je vous dis, j'étais vraiment très bien entouré, mais tout le monde allait sur quelque chose de nouveau. Alors même le kiné qui avait eu des grands sportifs. J'ai eu aussi le kiné qui est le kiné de l'équipe de France de football actuelle, qui venait d'être champion du monde en 2018 avec... j'avais 2 kinés, je l'ai eu lui. Il vient de gagner la Coupe du Monde avec l'équipe de France de foot, mais en même temps, quand il passe à moi tout de suite derrière, et ça je connais moins. Enfin, on connaissait pas, moi je savais pas si... J'étais persuadé que j'allais le faire, mais tous... le kiné tous les jours, c'était lui le mécanicien en fait. Moi j'étais une voiture où je m'allongeais sur la table tous les matins
Et lui, il fallait qu'il cherche à remettre tout ça un petit peu en place. Globalement, tout allait bien. C'était souvent les mêmes choses à remettre en place parce que je devais avoir une fragilité à un endroit. Mais globalement, j'ai eu la chance d'être en bonne santé pendant cette période-là et de pas... Le semi le plus difficile a été le premier. J'avais des courbatures avant de partir. Parce que je pense que j'étais très intimidé, en fait, comme quoi le mental et l'émotionnel comptent énormément. Heureusement que j'ai eu un sophrologue, heureusement que j'étais bien entouré, parce que c'est très intimidant d'arriver. Je suis pas de nature à aimer beaucoup être un peu dans la lumière, et là, tu y es énormément. Et le premier semi-marathon a été très compliqué pour moi. Et les gens étaient très respectueux. Le plus difficile, c'est l'environnement proche aussi. Si vous vivez des choses comme ça, vous avez vécu des choses comme ça, c'est votre famille qui ne comprenne pas vraiment ce que vous faites et qui pensent qu'ils viennent un peu comme à la fête foraine. Et moi, tout le monde s'est un peu invité chez moi, ce qui fait que le premier soir, je vous lis vraiment de l'intime, le premier soir, j'ai dormi dans mon clic-clac avec des gens de la famille très proche qui dormaient chez moi, qui ronflaient, qui se levaient la nuit. On m'a même demandé des trucs à 2h du matin. J'ai dit, mais je crois qu'ils n'ont pas compris ce que je vais faire. Il me reste 36 semi-marathons et eux, ils pensent qu'ils viennent à la fête foraine de Tours. Et c'était la fête foraine de Tours, justement. Et il a fallu qu'à 2h du matin, j'aille chercher mes enfants parce qu'une cousine les avait emmenés. Et le deuxième semi-marathon, j'étais très fatigué. Je me suis dit, m'ont flingué mon projet. Mais finalement, après, j'ai mis tout le monde dehors et c'est bien passé. Mais ça aussi, quand je dis j'ai mis tout le monde dehors, j'en blague, et en même temps, quand on a des projets comme ça, poser du cadre ou savoir faire respecter ses besoins, ça fait partie du développement personnel, ça m'a amené à le faire. Voilà. Ça m'a amené à me retrancher un petit peu, à aller me chercher en me disant j'ai besoin que vous soyez plus là, j'ai besoin de rester seul, etc. C'est un peu plus difficile que de courir. Sentiment quand même à vous entendre qu'il n'y a pas cette notion d'effort qu'on peut avoir quand on est sportif, somme toute du dimanche, et que la dose de motivation que tout à chacun se doit d'aller chercher pour aller courir un semi-marathon quand on n'est pas spécialement préparé, c'est quand on arrive à passer cette notion d'effort et de besoin de motivation pour enchaîner, on va dire, comme ça, pendant plus d'un mois, des efforts qui sont déjà des efforts qui sont fatigants, qui sont sportifs, etc. Où est-ce qu'on va... Alors, c'est pas une énergie intérieure, mais où est-ce qu'on va trouver ça pour enchaîner tout ça? C'est ça que je... Alors, je pense que c'était une énergie intérieure, vraiment. Parce que j'avais ce qu'on appelle en motivation, j'ai appris après, je ne le savais pas pendant, mais je l'ai appris après en faisant des études de prépa mentale. On parle de motivation intrinsèque, c'est la motivation la plus summum. C'était existentiel et j'ai pas eu besoin de motivation pendant les 37 jours parce que j'y allais, j'avais rendez-vous, j'avais du plaisir à avoir rendez-vous avec moi, avec les gens à 18h tous les soirs. Donc moi, c'était soir de fête tous les soirs. C'était pas difficile d'y aller. À aucun moment, j'ai été fatigué en me disant j'ai pas envie. Dès que j'ai pris le départ le premier jour, tous les soirs j'avais envie. J'ai eu envie pendant toute la préparation et Dieu sait si elle a été très très difficile. Parce qu'il n'y a pas de corrélation avec un objectif à tenir ou un résultat à faire pour le coup. Vous aviez complètement dissocié ça. Alors si, si cette notion de pression, elle existait parce que d'abord tout le monde est au courant, il y a beaucoup d'engagements financiers, et puis je porte une association pour le coup. Donc au-delà de l'ego et de l'orgueil, parce qu'on essaie de le mettre de côté, parce qu'on ne va pas bien loin avec ça, d'ailleurs j'y reviendrai, je ne conseille pas de se lancer dans des défis comme ça par motivation de l'ego, parce qu'on ne va pas bien loin. Et si ma motivation avait été l'ego, je l'ai bien vérifié. Et ça, j'encourage toujours les sportifs, ou qui que ce soit, à bien se mettre en garde. Si c'est l'ego qui vous motive ou qui vous porte à faire les choses,
je pense qu'effectivement ma motivation se serait amoindrie et j'aurais pas été très bon, vraiment. J'ai vraiment été porté par le cœur, c'est pas qu'un joli mot, c'est vraiment le cœur qui m'a animé, j'ai vraiment eu envie de ça, ça a pétillé. Je vais vous témoigner avec Ludovic Chornion, j'étais dans mon canapé, je l'avais au téléphone, il a effectivement checké, le moment où on se dit go, on y va, parce qu'il m'a vraiment aidé dans ce projet, on s'est posé la question, pourquoi tu le fais, etc. On s'est posé la question s'il y avait une part de existentielle, de reconnaissance, d'ego dans cette motivation. J'ai cherché, je me suis quand même posé la question, je me suis quand même posé sur cette question. Et puis c'était pas le cas. Et à partir de là, tout était au vert. Et ensuite, la troisième question qu'il m'a posée, ou du moins son avertissement, elle était de me dire, le travail va être monstrueux, vertigineux, à un point, tu peux même pas t'en rendre compte. Et est-ce que tu es prêt à gravir cette montagne? Ça n'a pas fait de doute. J'ai dit oui, je suis prêt à tout. Et de là, j'ai vraiment eu le corps, quand je parle de sensation, le corps ne vous ment pas, votre tête, elle peut vous mentir, elle peut te dire, ah j'ai envie de faire ça, je suis motivé pour faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Là, c'était pas du tout mental, c'était physiquement, j'ai ressenti des vibrations comme rarement on en a, à part quand j'ai croisé ma femme pour la première fois. Et c'était vraiment du pétillement. Et là, si vous voulez, ce jour-là, dans ce canapé, j'avais déjà gagné. J'avais déjà gagné, c'était le commencement, ça a été la genèse. Là, on s'est dit go. Et ce monsieur que je respecte beaucoup me dit go, on y va. Ben, je lui dis j'y vais, il m'a dit j'y vais avec toi. Là, c'était parti et j'avais la sensation que c'était déjà gagné. Et là, cette motivation-là, elle m'a touché à ce moment-là et elle n'a jamais disparu. Le reste était une évidence. Il n'y a pas eu de doute. Il y a eu des moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a eu des matins, je me suis réveillé, je me suis dit, mais dans quoi je suis parti? Est-ce que j'ai vraiment dit aux gens que j'allais faire ça? J'ai allumé mon portable le matin, je recevais des messages en me disant, hey, tu penses bien à la séance de kiné et tout ça? Je dis, merde, c'est vrai, c'était pas un rêve. Ça m'est vraiment arrivé ça, des matins où je me dis, mais je crois que j'ai fantasmé un truc, j'espère que c'était un rêve et que j'ai pas lancé une connerie pareille. Et en fait, quand vous ouvrez votre portable, tu t'aperçois que c'est réaliste et que tout le monde est au courant que tu vas faire ça. Donc j'ai eu des moments comme ça. Et voilà. Donc cette motivation-là, j'ai envie de dire, je ne l'ai pas fabriquée, elle est venue. Difficile à expliquer d'où elle est venue. Je pense qu'elle vient beaucoup dans ce que tu dis. Ça a été le plaisir, tu l'as dit, tu as choisi le semi-marathon et pas le marathon parce que ça allait faire plus plaisir. Après, pendant toutes tes courses, il y a eu le plaisir d'être avec les gens, de servir la cause. Enfin, le plaisir, c'est essentiel pour la motivation, quoi. Et c'est très... ça alimente la performance, c'est un pilier très important. Donc je pense que ça... le plaisir. Le plaisir, je pense que c'est vraiment essentiel là dans pour toi en tous les cas. Alors merci Barbara, merci pour ton intervention. Tu es sophrologue sur Vierzon maintenant, c'est connu enfant à l'école, je crois. C'est ça. Enfin, je crois, c'est sûr même. Je dis, tu es devenu sophrologue à Vierzon? Oui. On a été sur les bancs de l'école ensemble. Mais donc, je disais que oui, par rapport au plaisir, effectivement, j'avais fait un stage, on parlait des neurosciences ou de développement personnel. J'avais fait un stage de PNL, mon premier stage de PNL où on cherchait les drivers. Et effectivement, j'avais appris de moi que le plaisir était un élément important. Donc je vous invite effectivement des fois à mieux vous connaître, d'aller consulter des personnes qui peuvent vous apprendre sur vous-même, à vous chercher un peu plus. Mieux on se connaît, mieux on fait les choses et mieux on sait où on va et pourquoi on le fait. Le sens, on en revient toujours aux mêmes choses. Et effectivement, merci, tu relèves un point important. Je crois que j'étais très animé par le plaisir. C'est ce qui ressort dans ce que tu dis. Le plaisir et le partage, j'étais sur mon chemin et c'est pareil, je vous encourage quand là je me sentais vraiment sur mon chemin plus que jamais dans la vie et ça attirait que des bonnes personnes. Incroyable. Le staff s'est constitué de bonnes personnes au fur et à mesure. Vraiment, de rencontre en rencontre. J'ai rien... Je me dis, mais comment tu as fait pour construire tout ça? J'ai rien fait, ils sont venus. Je me suis mis sur le chemin, le reste est venu.
Et dans votre personnalité, vous l'avez dit un peu au début, il y a aussi quand même peut-être des choses qui peuvent créer de l'anxiété. Par exemple, est-ce que la peur de la blessure, est-ce que c'est quelque chose qui a traversé l'esprit avant, pendant, au contraire, après, de se dire, bah non, finalement... ça, c'était la seule chose. Ça, c'était notre bête noire, l'ennemi. Il n'y avait que ça, en fait. On a travaillé, on a pensé qu'à ça, et on a pensé qu'à ça. On a tout fait. Justement, heureusement qu'on n'a pas centré notre mental sur cette blessure qui n'est pas arrivée, parce que le travail était sûr. À aucun moment donné, il y a eu un doute que je ne le fasse pas, que je sois fatigué, que j'ai plus envie ou quoi que ce soit. Ça, non. D'ailleurs, j'aime bien travailler sans filet, j'ai toujours pris des risques. On avait pensé à un plan B pour que l'histoire continue et pour que l'association, il puisse y avoir un relais au cas où il m'arrive quelque chose, pour que les fonds quand même, qui était quand même le sens, puissent être récoltés, que l'aventure continue. On pensait à un plan B. Et j'en ai pas voulu, parce que j'étais intimement convaincu que j'irais au bout, donc il n'y a pas eu de plan B. Mais effectivement, la blessure, il n'y a pas eu, quoi. Il n'y a pas eu. Elle a commencé à venir, rien de méchant, 3 jours avant, bizarrement. Et je me souviens d'une anecdote, encore quelqu'un de la famille, qui vient me voir à la fin du 36e semi-marathon, et qui me dit « Ouais, bah c'est bon, t'as gagné ». Je lui réponds « Ah non, j'étais le focus aussi, il en reste un ». « Ah non, 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 c'est pas fait, il reste demain. Il reste... » Et il me répond « Ouais, quelle prétention ». Je sais pas que ça va plus, je vois pas où il y a de la prétention là-dedans. Ah non, c'est bon, c'est fait. Et là, je me suis dit, les gens, tant que tu le vis pas, ils n'ont peut-être pas compris une chose, c'est que moi, le lendemain matin, en prenant ma douche, je faisais attention, tu peux te faire un genou dans ta douche, dans ta baignoire. Sans être obsédé, j'ai quand même pris soin, fait attention à tout. Donc, tant que c'est pas fini, on fait attention. Mais oui, la blessure, c'était la bête noire du sportif. De toute façon, ça fait partie du... Malheureusement, ça aurait pu arriver avant le premier, ça aurait pu arriver pendant. Il y a des gens qui préparent, il y a plein d'athlètes qui préparent des JO et qui, pour des fois, pas grand-chose, hein, une petite blessure de rien du tout. Tu vas pas être au maximum. Marie-Amélie pourrait vous en parler. On a tous connu ça, et ça, c'est... Il paraît la faute à pas de chance, mais peut-être je suis persuadé qu'il y a encore beaucoup de travail avec les sophrologues, avec les naturopathes, pour peut-être encore les éviter. Je reviens à ça, mais sûrement. Oui, est-ce que vous avez évoqué des aspects tels que la cryothérapie, par exemple, ou les massages qui permettent d'agir factuellement, mais là, ce que vous évoquez aussi, c'est l'état d'esprit et les précautions mentales prises pour ne pas... On n'a rien laissé au hasard. On n'a rien laissé au hasard, on a fait les choses sérieusement. Vous parliez des plaques carbone tout à l'heure. Moi, personnellement, j'ai jamais utilisé, j'ai jamais essayé. J'ai coaché des athlètes qui ont tout de suite utilisé et qui, effectivement, évidemment, on améliore ses temps sans plus travailler. Mais enfin bon, c'est pareil. Il faut déjà bien courir pour... Ça ne révolutionne pas tout. C'est aussi très contesté parce qu'il y a aussi beaucoup de blessures avec ça. Il y a aussi beaucoup de blessures avec ça. Et c'est pour ça que j'en prends pas. Parce que moi, ce qui compte, c'est de pouvoir courir régulièrement aujourd'hui, pas forcément faire 10 secondes de moins. Est-ce qu'il y a des questions? Mais c'est que mon avis. Le premier marathon et le dernier marathon, c'était toujours le même temps ou il y a eu des... Que ce soit du premier au dernier, c'était toujours... Ça dépendait si je parlais beaucoup ou pas, mais comme je parlais tout le temps, ça dépendait des accompagnants. Ça tournait à plus ou moins 5 minutes près. C'était à peu près assez régulier. Bon, dans les premiers semis, en fait, comme je voulais que tout le monde... Je considérais tellement tout le monde, et je voulais tellement que tout le monde soit bien, que j'avais l'impression que j'ouvrais un bar et que je voulais parler à tout le monde. Et là, on m'a dit, entre autres, c'est pas possible, tu vas pas tenir 37 jours à faire ça, parce que je faisais des allers-retours. Et un des premiers semis, je crois que le troisième, j'ai dû faire 26 ou 27 km.
parce que j'allais en marche arrière pour parler aux gens qui étaient, pour pouvoir parler à tout le monde. Donc celui-là, il avait été un peu long. Et on m'a dit non, il va falloir être devant. Les gens courent avec toi, c'est pas toi qui cours avec les gens. Et heureusement qu'on me l'a dit, parce que sinon moi je profitais, c'était la fête, donc j'allais, ah non, il y a des gens qui sont à la traîne derrière, je vais faire demi-tour et je vais leur parler. Et vous êtes préparé longtemps à l'avance avant Alors, au départ un peu trop. J'ai su aussi faire des choix, ce qui a été difficile pour moi, en marketing par exemple, parce que c'était un marketing que je trouvais ne me correspondait pas, me convenait mal. J'ai eu comme premier préparateur physique le préparateur de l'équipe de France de rugby, qui est sûrement très bien pour le rugby, enfin pas celui actuel, mais qui est sûrement très bien pour le rugby. Mais en tout cas, moi je ne me suis pas bien senti avec lui. J'ai arrêté de lui faire confiance, je ne sentais pas cette préparation, elle était beaucoup trop tôt. J'ai choisi d'arrêter avec lui aussi, parce que c'est faire des choix, des projets comme ça, de s'écouter. C'était combien de temps à l'avance? C'était 1 an et demi avant, où on avait commencé à poser un peu fait quelques essais. Et j'avais fait une pré-préparation qui était très difficile et peut-être trop en amont. Donc après on a revu un peu la copie. Et j'ai eu aussi des préparateurs athlétiques aussi, parce qu'on parle de prépa physique, mais il y a une préparation athlétique. Mais on va dire ouais, 8 mois et surtout les 4 derniers mois. Et vous conseillez de faire vraiment les 21 km quand vous vous entraînez, ou vous dépassez les 21 km pour... En gros, les 4 séances par semaine de course à pied, je ne passe pas les séances de refo, proprioception et tout ça en salle, ou de travail d'espace, de repérage dans l'espace, etc. Il y avait une séance basée sur du fractionné, parce que vous montez aussi en puissance, vous donnez on va dire, le fractionné pour ceux qui connaissent un peu le sport, vous faites chauffer le moteur en même temps, voilà. Pour donner une image, il y avait une séance de côte, de travail en côte, et 2 séances samedi-dimanche qui étaient rapprochées et qui étaient toujours faites de différentes manières et qui étaient l'équivalent d'un semi, mais on n'est jamais allé au-delà d'un semi. Mais ça n'a pas été de faire 4 semi-marathons dans la semaine. En gros, comment était dispatché l'entraînement. D'accord, du coup, dans la préparation, le seul moment où vraiment les semi-marathons se sont enchaînés, ça a été le jour J. Ah oui. La préparation s'est faite avec différents... C'est préparation athlétique que vous appelez, enfin, que vous avez ainsi nommé, donc avec la partie fractionnée. Non, ça c'était vraiment la préparation course à pied. Il y avait 2 entraînements dans la semaine de préparation athlétique qui est... vous voyez beaucoup aujourd'hui un travail avec le poids le corps, enfin des élastiques pour éviter la blessure. C'est pas forcément de faire du renfort musculaire, il n'y avait pas de musculation, mais de travail de proprioception, voilà. Entre autres. Mais effectivement, le premier préparateur physique, lui, me faisait faire, un jour, il m'a fait faire sur 5 jours de suite 30 km. Je sentais moyen, et en parlant un peu autour de moi, entre autres avec Ludovic, ça semblait être une aberration. Là aussi, je pense que chacun à ce niveau-là, chacun ses spécificités, chacun son sport. Mais ça fait partie de la recherche. On croise des gens, on choisit, on s'écoute. Faire des choix. Ça aussi, j'ai dû apprendre à faire des déçus. Mais m'écouter et faire des choix, parce qu'il y avait plus grand que moi, il y avait le projet qui passait avant moi. On entend beaucoup d'entraîneurs dire ça passe avant moi. Et effectivement, la cause ou le projet passait avant moi. Vous parlez de la naturopathie. Quelle place ça a pris du coup dans ce projet? Comment ça se manifeste? Est-ce que c'est du complément? Est-ce que c'est de la nutrition? Est-ce que c'est...
Alors, je vais être très sincère avec vous, la naturopathie n'a pas été très présente. Pas vraiment. Beaucoup d'autres choses, oui, n'a pas été vraiment présente pendant le projet. J'en parle aujourd'hui parce que ma femme en parlerait beaucoup mieux que moi, parce que je baigne dedans aujourd'hui, parce qu'elle est naturopathe, et qu'aujourd'hui, je continue à faire du sport, et que je pense que je mange encore mieux que pendant mon semi-marathon, que je m'alimente mieux, et que j'ai de meilleurs conseils, parce que j'ai intégré maintenant la naturopathie, même pas dans ma vie de sportif, entre guillemets, parce qu'elle est plus qu'elle a été, mais d'homme et d'être humain, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'être sportif pour aller user de naturopathe ou de sophrologue. Je veux dire, moi, en tant que sportif, je m'intéresse à tout ça, mais en tant que personne, tout simplement. Mais je suis convaincu que c'est une bonne médecine qui part de soi. Le fait de courir dans un parc, est-ce que c'est pas aussi quelque chose de positif? Parce qu'il y a finalement, il y a plein de choses qui peuvent se passer tout autour. Il y a les petits oiseaux, il y a les conditions climatiques, c'est pas la route, c'est pas une piste. C'est vrai. On a choisi ce lieu surtout parce que c'était pratique et confortable pour les gens. Parce que vous imaginez que pour moi, 37 jours avec 3 bouts qui se répètent, ça a été une chance de ne pas finir en hamster. Mais effectivement, c'était quand même aussi plus agréable. J'ai plus aujourd'hui un style qui va vers la course nature. Je dis moins le trail parce qu'on emploie le terme trail, mais on n'est pas une région où on peut vraiment faire du trail, mais plus des courses nature, même s'il y en a de très beaux. Je viens trop rarement ici. Je me fais la promesse de venir faire quelques courses ici parce que ça me ferait plaisir. Mais effectivement, le cadre s'y plaisait. Je vous partage une expérience que j'ai fait dimanche, où un peu fatigué, effectivement, quand on fait du trail, il y a ce cadre, il y a cette forêt, pour ceux qui courent, on trouve ça génial, mais n'empêche qu'à un moment donné, on bombarde, on fait du vélo, on marche vite, on court vite, et on est dans cette nature qui nous fait du bien, mais on passe quand même à côté. J'ai fait l'expérience pour la première fois à 48 ans dimanche, de me promener et de me laisser aller sans avoir une montre qui me dit combien tu as fait de mètres, mais de me laisser guider dans la forêt. C'était bien plus grand que la sensation qu'on peut avoir, enfin c'était différent que la sensation qu'on peut avoir à courir 10 ou 20 km. J'ai été régénéré, parce que vous connaissez tous cette endorphine qui est créée par le sport. Là, c'était autre chose. C'était vraiment au contact de la nature en se laissant porter, dans un état un peu méditatif. C'était très, très ressourçant, pour parler du cadre. Alors justement, vous parlez d'endorphine. Il faut savoir que quand on fait par exemple une activité de jardinage, le fait de remuer la terre va entraîner la création justement d'endorphines par les micro-organismes du sol. Et c'est pour ça qu'on a cet effet de bien-être dans le fait de jardiner, cette impression d'avoir passé un bon moment, d'avoir évacué tout le stress. Et vous parliez de naturopathie, de sophrologie et ainsi de suite, ce besoin de se retrouver en lien avec la nature va devenir quelque chose d'hyper important par la suite et qui est très éloigné de nos sociétés d'aujourd'hui, de nos sociétés basées autour de la performance, de l'ego, dont vous parliez tout à l'heure, de chacun enfermé dans son système où il doit être le meilleur, le plus performant, l'échec n'est pas là. Et on travaille au sein du muséum, par exemple, et puis après avec un certain nombre de scientifiques, justement, sur ces passerelles qu'on pourrait mettre en place dans une nouvelle relation, en fait, au monde, puisqu'on est quand même, à l'origine, aussi faisant partie de la nature, qu'on s'est séparé de cette nature et qu'on s'est scindé de cette nature, alors que finalement, on est un organisme qui est composé de micro-organismes. Je vous donne juste cet exemple-là qui va rejoindre peut-être par rapport à la nutrition, par rapport à tous ces éléments-là. L'intestin, on s'est rendu compte que c'était un élément hyper important dans notre fonctionnement en tant qu'organisme, en tant qu'être vivant.
mais il faut savoir qu'en termes de nombre, on a 10 fois plus de micro-organismes à l'intérieur de notre corps que de cellules qui constituent notre corps. 10 puissance 20 et 10 puissance 19. Ça veut dire que notre organisme extérieur, notre enveloppe extérieure avec ses organes, n'est finalement qu'un élément, un réceptacle d'un foisonnement de biodiversité dont on avait complètement qu'on avait complètement mis de côté. Et ça veut dire que dans la nutrition, dans la sophrologie, dans la naturopathie, dans un certain nombre de choses, dans le fait de courir dans un milieu naturel, de courir pieds nus par exemple, de retrouver des sensations du corps avec l'environnement qui est autour de nous, c'est quelque chose qu'on avait complètement perdu. Voilà. Donc c'est aussi intéressant justement par rapport à votre expérience de montrer, parce que vous faites de la préparation mentale, vous êtes dans le management, etc. Vous faites à la fois sur des sportifs, mais aussi sur des non-sportifs et sur des entreprises, de montrer cette bascule qu'il va y avoir forcément à un moment ou à un autre, parce que sinon on va aller dans le mur par rapport à tout ça. Sur le mal-être, sur le stress, sur le burn-out, sur un certain nombre de choses. Et on est en train de travailler justement sur ces questions-là. Tant mieux, tant mieux. Je pense que les gens qui sont ici doivent s'intéresser de toute manière, déjà un peu. Et c'est marrant parce que j'étais en train de faire un lien, il n'y a jamais de hasard. De toute façon, vous n'êtes pas là par hasard, je ne suis pas là par hasard devant vous, mais je me suis rappelé, là, maintenant, ma première émission de télévision pour parler de ce projet, une des premières en tout cas, je crois que la première. Les autres invités avec moi sont des gens qui viennent parler de marcher pieds nus dans la forêt et d'embrasser les arbres. Je suis en loge avec eux, et je dis « Ah ouais, ça existe ça ». Je les ai regardés comme des extraterrestres, et eux m'ont regardé comme un extraterrestre. Ils m'ont dit « Ah ouais, toi tu vas faire ça ». On s'est regardé. Et vous êtes en train de parler de ça, et dimanche, je l'ai fait. J'avais même pas fait de lien, mais c'est marrant. Ouais. Alors, le lien aussi que ça évoquait, c'est sur Orléans, les coureurs le long de la Loire sont très nombreux. Des endroits ont été aménagés pour que l'amorti soit meilleur, moins blessant. Par contre, je pense qu'on pourrait s'amuser à compter, mais pratiquement la majorité, si ce n'est une quasi-exhaustivité des coureurs, le font casque vissé sur les oreilles. Et la première question qu'on se pose, c'est de simple point de vue sécuritaire, de dire bah non, on va l'interdire parce que on croise des voitures, enfin il y a une perte de connexion avec l'environnement, mais on pense à l'aspect sécuritaire et pas forcément à celui de les inviter à enlever ce casque pour mieux percevoir, finalement pour mieux être en phase avec ce plaisir qu'ils sont censés se donner à courir autour de la loi. Ah, malheureusement, j'ai fait le chemin inverse. J'ai été très longtemps à courir sans rien, sans montre. Avant tout ça, maintenant un peu plus, je pourrais la lâcher. Évidemment que j'ai eu des montres parce que c'était suivi, synchronisé avec l'entraîneur qui regardait ce que je faisais à distance. Aujourd'hui, j'ai pris l'habitude de la mettre, bon, la montre admettons, mais je me souviens qu'un médecin à l'époque me disait, mais en fait, t'as pas besoin de montre, tu te connais, parce que je courais sans montre et sans casque très longtemps. Avant tout ça, j'ai couru sans. Et aujourd'hui, très souvent, j'ai perdu, vous voyez, il y a un chemin à refaire dans l'autre sens, sûrement. Je vous avoue, hein, peut-être pour ne pas perdre de temps, il m'arrive d'emmener mon casque et de téléphoner pendant que je cours, et je peux courir pendant 1h30, et je travaille en même temps, et je parle, je discute et tout ça. Au final, j'ai travaillé, j'ai couru pendant 1h30, des fois c'est mes jambes qui ont couru, mais est-ce que j'ai été en pleine conscience? C'est bien de dire aux gens pas ce qu'il faut faire, je dirais jamais aux gens ce qu'il faut faire, mais soyons d'abord expérimentons déjà les choses, et c'est aussi un aveu de dire on n'est pas parfait. Et moi je continue à travailler pour tous les jours, pour essayer d'être mieux, voilà. Et le meilleur des thérapeutes, le meilleur des conseillers, ça reste vous. C'est un petit peu le message aussi que je voulais passer, j'en profite pour le passer là. Parce que parfois on progresse on a des prises de conscience sur des sujets, on fait bien des choses, et puis
parfois on régresse, mais on fait ce qu'on peut. Mais par exemple, là-dessus, effectivement, j'ai plutôt régressé. Alors peut-être parmi les dernières questions, profitez-en hein, si vous n'avez pas osé poser la question qui vous démangeait depuis le début. C'est le moment. Moi, ça serait plutôt par curiosité, l'anecdote avec les éléphants. L'anecdote, alors j'avais prévu, moi j'aime beaucoup les métaphores, et parfois on accompagne par la métaphore. Moi c'est quelque chose, je pense, sur lequel je vais aller de plus en plus, parce que ça m'a toujours beaucoup plu, ce côté poésie. Il y a 2 métaphores que je voulais vous partager. Une, en tout début mais ça se passe jamais comme prévu. Je voulais vous dire bonjour avec une métaphore qui est celle de la grenouille. Je vais raconter cette petite histoire, et puis après je viendrai aux éléphants. L'histoire de la grenouille, c'est effectivement c'est un concours, parce que vous aimez le sport, c'est un défi. Vous avez tout un tas de petites grenouilles qui sont en bas de la tour Montparnasse, et il y a une course de grenouilles en bas de la tour Montparnasse. Et au top départ, et toutes les grenouilles sont en train d'escalader, de gravir cette tour. Un petit clin d'œil à Marie-Amélie d'ailleurs là-dessus. Pourquoi je vous parle de ça? J'y viens, je fais un peu de suspense. Pour vous parler un peu du handicap. Du handicap réel, et des handicapés que nous sommes aussi, nous, les valides, des handicaps qu'on se met. Et j'ai souvent croisé des handicapés réels, beaucoup moins handicapés que des valides. Je viens à mon histoire de grenouilles, qui sont en train d'escalader la tour Montparnasse. La course se fait, il y a tout un tas de public en bas, comme on peut l'être, en disant c'est pas possible, elles vont pas y arriver, redescends tout de suite, lâche parce que tu vas te tuer en grimpant plus haut, tu vas pas y arriver, mais elles sont folles ces grenouilles, aucune d'entre elles ne peut accéder jusqu'en haut de la tour Montparnasse. Et les grenouilles, petit à petit, à force de cris, les centaines, les milliers de grenouilles qui sont là, abandonnent, se laissent chuter à peu près au 1/3, à la moitié, presque même aux 3/4 de la tour, mais évidemment, peu nombreuses sont celles qui vont jusqu'à là-haut, à Paris. Et évidemment, elle est interviewée à la fin de son succès, parce qu'il y en a une seule qui a gagné, et il y a une des premières grenouilles qui se jette dessus, mais comment tu as réussi cet exploit? Et la grenouille ne lui répond pas, et elle s'aperçoit qu'elle est sourde. Et je pense que j'ai été en partie très sourd par rapport à mon projet, et très sourd d'autres fois dans ma vie où j'ai bien fait de l'être. Voilà. Parfois il est bon d'être sourd. Les éléphants? On continue. Les éléphants, simplement, il y a très très longtemps, quand j'ai commencé cette démarche à m'intéresser à la PNL, aux neurosciences, je suis allé à Paris voir un conférencier, un Québécois. Enfin, c'était toute une journée, organisée par le centre de la Fédération de coaching, la Fédération européenne de coaching, c'était sur Paris. David Bernard, je crois qu'il s'appelle. Ralentir pour réussir. Qui était le conférencier. En fait, toute la journée, j'étais au fond, comme ça, sur un siège. Et le gars était à côté de moi, je le vois, il se lève, c'était le conférencier, le dev du... Et il a raconté cette anecdote sur l'éléphant que j'ai toujours conservé. C'est l'histoire d'un petit garçon qui voit un éléphanteau se débattre, etc., sur un piquet. Il va au cirque, il regarde le cirque, et en sortant du cirque, il dit à son père, en fait, pauvre éléphant, quoi, parce que ce petit bébé éléphant, il est en train d'essayer de s'échapper, mais il est attaché avec une grosse chaîne à un gros piquet, et il ne pourra jamais partir. Ben non, parce que sa vie est sacrifiée au fait que ce sera toujours un éléphant de cirque. Le petit garçon en doute en disant toujours, ça n'existe pas, parce qu'il a son âme d'enfant et que lui, il ne pense pas qu'on est condamné au sacrifice et à toujours. Et les enfants ont souvent raison. Et quand il redevient adulte, il retourne à ce cirque, et avec à son tour son enfant, il voit il dit mais c'est l'éléphanteau que j'ai vu quand j'étais petit. Il le voit accroché, effectivement, sauf que la proportion n'est plus du tout la même. C'est que ce grand piquet était devenu un piquet haut comme ça,
que cette grosse chaîne était une petite chaînette et que l'éléphant était devenu aussi grand que celui-là. Et il s'est dit, j'hallucine. Pourquoi il ne s'échappe pas? Parce que là, l'éléphant, avec le poids qu'il fait, s'il marche de lui-même, il peut s'échapper et puis vivre sa vie librement. Et en fait, il comprend à ce moment-là que l'éléphant s'est habitué à cet handicap et qu'il s'est habitué au fait d'être resté enchaîné, qu'à force de se débattre, il a acquis la croyance que jamais il ne pourrait partir sans même être conscient que cette grosse chaîne qui était devenue une petite chaînette. Et c'est des handicaps, simplement je vous parle de cette métaphore pour vous montrer tous les handicaps qu'on est tous concernés, ces croyances limitantes, qu'on peut se mettre et qui sont des faux obstacles. Donc quand je suis rentré dans cette salle et j'ai vu les éléphants, c'était ce que je cherchais pendant qu'on dînait ensemble, je cherchais justement à me remémorer un peu l'histoire. Ça vous parle, les croyances limitantes? Les peurs, les émotions aussi? Savoir accueillir les émotions? Il y a des gens qui n'ont pas pris la parole. Moi, je pense qu'on est en petit comité, on n'est pas nombreux. Donc, si vous avez envie de dire des choses, j'ai plus envie qu'on soit comme dans le séjour, comme dans le canapé, plutôt qu'en forme amphithéâtre. Je vais être curieux, c'est moi qui vais vous demander, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici, par exemple, madame? Alors, moi, je ne me considère pas comme une sportive. J'ai commencé à courir pendant le premier confinement. Je n'ai jamais couru ni avec des écouteurs, je n'ai pas de montre. Déjà, au quotidien, je ne porte pas de montre, donc pour faire un loisir, pour moi, c'était inconcevable de courir avec une montre. Et donc, je cours depuis 3 ans. Donc, vous êtes sportive? Je sais pas. Elle est sportive. Oui, oui, oui. Alors, c'est pareil. Depuis 1 an, je prends des cours de natation parce que j'ai commencé à faire du swimrun. Donc, je ne savais pas trop nager. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Voilà. Et donc, je trouve que c'est toujours intéressant de rencontrer des gens qui partagent aussi des passions communes. Et oui, non, je ne me considère pas comme sportive parce que pour moi, justement, je ne suis pas dans la performance. Vous parliez qu'il faut se fixer un objectif. Alors, je m'inscris à des courses, je fais du trail. Et pour moi, mon seul objectif, c'est de finir en bonne santé déjà et heureuse. Mais c'est un objectif. Donc, voilà. Pour moi, l'essentiel, c'est le plaisir. Ouais. Vous avez raison. Tout le monde a raison parce que moi, effectivement, je croise des gens qui sont dans la performance. Je suis un peu plus comme vous aujourd'hui, même si je l'ai beaucoup souvent été. Il ne faut pas se fixer d'objectifs, se fixer absolument des objectifs. Je dis, l'objectif est un chapitre, est un sujet qui mérite d'être bien traité parce qu'un objectif mal clarifié peut nous emmener dans le caniveau, entre guillemets. C'est-à-dire que sans objectif bien clair et bien calibré, ça mène souvent à l'échec et c'est dommage parce que le point de départ, il n'a pas été bien défini. Pour des sportifs qui veulent se donner des objectifs, il y a des méthodes pour ça qui sont intéressantes à explorer. Mais vous avez l'objectif de terminer, et moi je trouve ça chouette, il y a des courses que je fais pour terminer, souvent d'ailleurs les marathons, parce que j'ai expérimenté le marathon. Moi, j'ai jamais eu d'objectif sur un marathon d'autre que de terminer. Comme vous. Ça me suffit. D'autres, j'ai eu d'autres événements sportifs avec d'autres objectifs plus différents, mais voilà. Donc vous êtes sportif et vous mettez des objectifs qui sont... Et vous marchez au plaisir. Oui. C'est bien. C'est ça. C'est bien. Et ça vous rend heureuse surtout. Tout à fait. Ben, je pense que c'est le plus important. Voilà. Parce qu'il y a des sportifs que je vois aussi être très malheureux et qui se rendent esclaves de ça. Moi j'ai eu des athlètes, il y a une athlète, à un moment donné, je lui ai dit, mais pourquoi tu continues à courir pour se mettre dans des états comme ça? Pour être aussi malheureuse, à jamais être satisfaite. Moi, la première séance de coaching que j'ai fait avec elle, je lui ai dit, arrête. Qu'est-ce qui mérite, qu'est-ce qui nécessite de se mettre dans un état comme ça? Elle vient me voir pour performer, moi je lui propose d'arrêter. Et là, on a commencé à travailler. Bon, depuis,
même si je pense qu'elle reconnaît que notre travail, parce que bizarrement, je dis pas que c'est que moi, mais bizarrement, elle était au fond du trou, elle a fait ça. Mais elle a trouvé que quand même, ça doit être les chaussures carbone qui ont été... Il faut aussi apprendre, en tant que sophrologue, accompagnant, qu'il ne faut pas attendre des fois de la reconnaissance ou de la gratitude, même parce qu'on ne fait pas ça pour ça. Tant mieux si c'est les chaussures carbone, c'est sûr que ça fait gagner quelques secondes. Mais à mon avis, il y a eu d'autres éléments. Et pas que moi d'ailleurs, c'est d'abord elle. Et ça m'a surtout aussi permis d'apprendre à me connaître. Ben oui. Ça peut passer par le sport, ça peut passer par la méditation, ça peut passer par tout un tas de choses, de se recentrer, la quête de soi. Mais vous savez, c'était peut-être au fond l'objectif de tout ça. Pour moi, je vous partage que certainement qu'il y avait de ça. Hein. Certainement qu'il y avait de ça. Une introspection, ce challenge a été une introspection pour moi. Comme vous. Est-ce que vous avez ressenti le vide après les 37 semi-marathons, 37 jours, l'entraînement, tout ce staff qui est autour de vous, tout ce que ça nécessitait, et là d'un seul coup, ça s'arrête. On a tous plus ou moins vécu ça, on dit hop, on s'était préparé, et après il n'y a plus rien. On n'est jamais prêt à ça. On n'est jamais assez prêt à ça. J'étais prévenu, j'étais préparé à ça, ça a peut-être été le plus difficile. On monte tellement en adrénaline, on se prête au jeu, même si j'étais, je vous dis, très très détaché de... Moi, je me suis toujours senti comme un véhicule, en fait. Donc, détaché des critiques, des jalousies, mais détaché aussi du succès, je pense. Mais malgré tout, on reste un être humain. Et j'ai eu la chance que ça a été plutôt un succès. Et que vous avez plein de monde autour de vous, qu'il y a un moment donné où le soleil brille, et que le 37e jour est un peu là-haut. Et le 38e jour, j'ai reçu des SMS, il y a des gens, ils étaient là-bas. À 18h, ils m'attendaient parce qu'on disait, vas-y, on fait un 38e. Et je me suis retrouvé avec le Rotary Club, parce que après, c'est people, hein, c'est... sortais de la mairie la veille, et puis t'es invité là, et en fait je me demandais ce que je foutais là. Et je suis parti du cocktail, parce que les gens ils veulent te voir, c'est marrant, hein, c'est pas Zidane non plus, mais tu viens de faire un truc où les gens ils veulent te voir pour de vrai, savoir si t'existes vraiment. Et waouh, j'ai fondu en larmes vraiment, j'étais dans mon coin, je regardais des reportages sur moi, j'étais assis dans le truc, et en fait je suis redescendu un peu, et puis il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, tu es tout seul. Et la vie continue pour tout le monde, et que, voilà, ça c'est... De toute façon, j'ai parlé, je pense, entre autres, j'ai eu la chance à Bourges, on a un champion du monde de football à Bourges, qui est Bernard Diomède, avec qui j'ai joué, qui m'avait invité, je raconte souvent cette anecdote, à la mairie de Saint-Bouchard. Quand il gagne la Coupe du Monde 98, le lendemain il y a les Champs-Élysées, et ensuite il m'invite à être à la mairie de Saint-Bouchard, on fait une fête sur Bourges. J'en ai parlé avec Bernard, j'en ai parlé avec Fabien Barthez aussi, de ce genre de choses. Je parle de foot, mais tout le monde a connu ça. Mais même à petite échelle. Hein. Même à petite échelle, c'est le cas pour, en entreprise, c'est le cas... on a tous une histoire, un mariage, une période de vie, je ne sais pas. Tous ceux qui se sont mis à faire un marathon, par exemple, l'après-marathon, pour le sportif lambda, entre guillemets, si je puis dire, il est compliqué aussi. Parce que pendant 3 mois, vous préparez un Ironman ou un marathon, vous le vivez aussi. Même si c'est moins médiatisé, vous le vivez. Hein. Après un marathon, ça fait un marathon, c'est pas un jour. Ou un Ironman, ça fait 4 mois que vous le vivez au quotidien. Donc une fois que vous avez franchi une arrivée, il y a quand même ce petit truc. Quoi. Je pense, pour ceux qui l'ont vu. Mais c'est vrai qu'après, je me suis retrouvé, parce que on parlait de préparation en amont. Il y a aussi l'après. Moi, mon programme, il n'était pas terminé.
On sait bien qu'en préparation, c'est pas tu as fini le marathon, ton programme ne s'arrête pas là. Il y a la récupération derrière. Et moi, c'était de la natation, de la piscine que je n'aime pas spécialement. Et pas le lendemain, mais le surlendemain, quand je me suis retrouvé devant un bassin, bah là, vous voyez le sens. Aller courir 37 semi-marathons, ça me semblait très excitant et plein de sens. Me retrouver dans un bassin, dans une piscine, où 2 jours avant, les gens ils te sautent dessus parce qu'ils te courent avec toi. Et là, tu es complètement anonyme sur le bord du bassin. J'ai pas envie de nager, moi, ça me fait bien de nager, je nage pour quoi faire. Donc il y avait des gens qui jouaient autour, j'ai fait 3-4 longueurs, je suis sorti du bassin. Mais après, je me suis repris parce que c'était important de bien faire aussi cet après. Et est-ce que justement, fort de tout ça, vous envisagez un autre défi? Est-ce qu'il y aura une suite? Je vois le regard à madame. Non, est-ce qu'il peut y avoir une suite? Est-ce qu'il doit y avoir une suite? Est-ce que dans cette redéfinition de l'après, ça passe par un nouveau challenge, un nouvel exploit? Enfin, comment vous envisagez justement cette étape-là? Alors, il doit, je pense pas. Ouais. Je pense que j'ai été très très guidé par le cœur de faire ça. Tout de suite, j'ai tellement été excité, c'est tellement une adrénaline que tu as très envie, très vite, de retrouver ça. Le temps a passé. On parlait de motivation, j'avais une motivation très très intrinsèque. Voilà. Il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter, ça avait beaucoup de sens. Et je disais, vous savez, c'est comme se sentir obligé de faire un deuxième livre ou un deuxième film. Si on se sent obligé, il y a peu de chances que ça fonctionne. Surtout des défis comme ça, il faut quand même une sacrée motivation. Je ne veux pas me sentir obligé. C'est pas une fin en soi. C'est quelque chose c'est une question qui m'est très 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 souvent posée. On m'a même proposé des idées. Je pense que ça doit venir de soi. Je ne pense pas. J'ai pas besoin de ça. Je suis pas certain d'en avoir envie. Je prends beaucoup de plaisir à être passé de l'autre côté de la barrière. Comme je le disais d'ailleurs, si quelqu'un un jour se lève et m'appelle pour me dire je voudrais battre le record et je voudrais faire 38, je serai le premier à l'aider. J'aimerais beaucoup accompagner celui-là. Contrairement à moi qui ai reçu parfois des bâtons dans les roues de gens sûrement un peu jaloux. Ils n'ont pas été nombreux, mais voilà. Moi, je serai le premier supporter de celui qui veut le faire. Jamais dire jamais, mais aujourd'hui j'en ressens pas, ça me parle pas, et je pense qu'il faut pas faire les choses quand ça me parle pas. Je prends beaucoup de plaisir à accompagner une équipe pro de football qui est dans la difficulté. Je prends beaucoup de plaisir à accompagner aujourd'hui. Et puis je continue, il y avait une conférence que j'avais faite il y a peu de temps. J'ai la chance d'avoir effectivement rencontré Sonia, et c'est certainement le plus beau des projets qui s'offre à moi aujourd'hui. Donc ça ne m'empêche pas de continuer à courir pour le plaisir. Et le chemin je l'avais dit, le chemin le plus difficile que je continue à faire, le plus grand des projets, le plus grand des défis, qu'on admire ou pas, je disais, c'est le chemin vers soi et vers le cœur, et c'est celui que j'ai emprunté il y a quelques années, et que ce défi m'a permis encore de toucher davantage et que je continue à faire, quoi. Après, il y a l'idée de faire le Paris-Dakar avec un coureur cycliste tourangeau que j'ai accompagné un petit peu en fin de carrière, qui s'appelle Cyril Lemoine, qui a 10 Tours de France à son actif. Jeune sportif retraité aussi lui, et on s'entend bien, et on s'est dit pourquoi pas faire le Paris-Dakar, mais ça c'est pas commun, mais c'est pas insurmontable. Et on verra, et c'est pas clairement défini, c'est une envie en tout cas. Voilà. Mais ça s'appelle encore comme ça. Mais c'est marrant parce que vous voyez, c'est parti. Mais quand j'étais enfant, je sentais bien que j'étais pas trop comme les autres, j'étais un peu turbulent, mais il y a des témoins. Mais j'avais déjà idée à la maternelle de faire un jour le Paris-Dakar, parce que
Daniel Balavoine était quelqu'un qui m'a touché, j'avais l'impression d'avoir perdu quelqu'un de ma famille. Et je ne suis pas du tout sport automobile, je ne suis pas motard, je ne suis pas dans la vitesse en voiture, mais le Paris-Dakar m'a toujours fait rêver. Donc voilà, finalement, la vie se passe plutôt bien pour moi. Je peux répondre à d'autres questions peut-être? Peut-être d'autres personnes quand... L'association dont vous parliez de jeunes malades, famille, c'est ça? Pas que, ouais. Ils vous suivaient? Ouais. Par caméra interposée, par... Oui, les écoles, les bénévoles, les messages, je recevais des vidéos, des dessins. Ouais, ils étaient les familles. Voilà, ça c'est très porteur aussi quand vous avez des familles qui vous envoient des photos, des messages, et que ces enfants, ils ont placardé leur mur de chambre, des enfants que tu connais pas, qui ont mis des affiches dans leur chambre et qui t'envoient des messages d'encouragement, effectivement, que ça porte. J'ai aussi croisé des gens après mon défi qui m'ont dit je vous ai suivi et ça m'a, pas du tout sportif, qui m'ont dit j'étais pas bien, j'étais en dépression et tout. J'ai été très surpris de ce que ça pouvait apporter aux gens. Et des gens que j'ai croisés dans la rue qui m'ont dit ça m'a fait du bien, parce que j'avais rendez-vous avec votre défi tous les jours. Je venais voir, je suivais ça de loin, mais ça m'a donné de l'espoir. Moi je suis vachement plus fier, en fait, j'aime pas le terme fierté, mais je suis très ému d'avoir reçu des témoignages comme ça, beaucoup plus que d'être le gars qui a fait un record du monde. Ça me touche davantage, enfin ça me parle davantage. D'ici à mon petit niveau, j'ai pu apporter un peu ça aux gens, bah, c'est énorme. J'ai envie d'en entendre votre voisin à côté, derrière. C'est moi qui fais les... Moi, je suis venu par curiosité sportive. J'adore tout ce qui est sport, en général, et tout ce qui tourne au sport. Donc, c'était intéressant de venir vous rencontrer, voir comment vous étiez préparé, mais aussi la finalité. En fait, moi, ce que je résume, c'est que votre but, c'était vraiment le plaisir, pour moi, hein, ce que j'ai compris, de cette action, mais en général. C'est ça qui me fait... Et quand vous parliez de sportifs, des fois, qui disaient je prends un préparateur parce que je veux m'améliorer, en fait, on s'aperçoit, dernièrement, on parlait du football, il sortait que 38% des footballeurs étaient dans un état, soi-disant, dépressif, parce qu'en fait, effectivement, ils ont tellement de pression, mais ils sont tellement peut-être moins bien accompagnés, où ils se mettent la pression, qu'en fait, je pense que cette notion de plaisir, ils la perdent. Vous avez joué au football avec Diobel, que je connaissais, parce qu'il était à Jules Verne, avec Sébastien Dallet, toute la bande, voilà. Sébastien, parce que j'ai joué à Bourges-Melon. Voilà, donc, voilà, je pense que, effectivement, je pense qu'effectivement, après, c'est cette notion de plaisir, qu'on soit sportif de haut niveau, ou sportif du dimanche, ou du n'importe quel jour, c'est cette notion de plaisir qu'il faut retrouver. Et je pense qu'au bout d'un certain moment, bah, comme vous disiez, des fois, l'ego, il revient, et c'est ça qui est un peu plus dur. Ouais. Bah ouais, je vois ça, j'ai encore vu ça dans un vestiaire ce midi. Je suis passé hier et aujourd'hui vite fait dans des couloirs de garçons qui ont la chance de fouler les terrains tous les matins et qui sont tristes de le faire. Et en plein mois d'octobre où il fait encore très beau. Donc effectivement, ma phrase a été d'interpeller un peu tout le monde de se rendre compte de la chance qu'ils ont, quoi. Et effectivement, ouais, ça bouscule un peu. Et on se met de la pression, relativiser un peu l'enjeu. C'est le système qui est un peu comme ça, quelquefois. Ah bah, puis la pression qu'ils ont de financière et administrative aussi. C'est pareil, on mélange tout. Là, en Angleterre, ça fait longtemps que le président est le président et l'entraîneur est l'entraîneur. En France, c'est le président et l'entraîneur. On mélange trop, on ne cloisonne pas, et c'est aussi un peu le problème. Vous connaissez, je pense. J'aime plus cet environnement, enfin voilà, ça m'intéresse beaucoup, donc... Merci. Moi, il y a un mot derrière vous, c'est un peu pour ça que je suis là, c'est grâce à Delphine qui m'avait envoyé l'invitation. C'est le mot effort.
Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'on est en perte un peu de ce goût de l'effort, surtout, enfin peut-être plutôt, moi je le vois beaucoup sur les jeunes générations, sur la génération Z. Voilà, enfin, je suis beaucoup dans ça actuellement. J'adore ça, le goût de l'effort, j'adore l'effort. Plus j'ai à fournir d'efforts et mieux je suis. Je suis ultra trailer, mais voilà. Et donc voilà, actuellement c'est pour ça que cette conférence, je dis voilà, je voulais voir un autre avis, un niveau. J'ai l'impression qu'on perd beaucoup le goût de l'effort. Voilà, que on veut tout de suite dans l'immédiateté, aller très vite. Donc voilà, c'était un peu pour ça que mais sinon je partage tout ce que vous avez dit, le connais-toi toi-même, de s'écouter, etc. On ne peut pas faire tout ça si on n'est pas là-dedans. Et si on n'est pas dans le c'est bien le sujet. Mais voilà. Et le goût de l'effort, il faut bien quand même un petit peu s'entraîner. Il faut forcer un moment ou un autre pour arriver justement à se dépasser, arriver au moins à son objectif. Alors il y en a qui prennent du plaisir dans l'effort. Il y en a qui prennent du plaisir dans l'effort, extrême aussi. On peut aussi se poser. Alors, j'ai envie de vous dire, vous avez le goût de l'effort. Vous. Et ça s'entend. Cette nouvelle génération, d'autres moins, ça s'entend et ça se respecte aussi. Jusqu'où ça pose problème? Visiblement, cette nouvelle génération, elle confronte un peu, mais elle est comme ça. J'ai eu encore le sujet hier avec le club de foot, parce que j'ai des anciens pros qui ont 34 ans et qui sont en fin de carrière, et puis des garçons qui sont en devenir d'être professionnels et qui ont 20 ans. Ils ne jouent pas au foot pareil, ils ne le voient pas pareil. Et pourtant, ça doit faire une équipe. Parce qu'au foot, au sport, comme à l'école, comme dans le monde de l'entreprise, cette nouvelle génération, ils ont les mêmes comportements. Même dans le sport. Et même dans le sport où tu dois faire des efforts tous les jours. J'ai écouté hier un entraîneur, un président, un autre coach parler pendant 20 minutes de faire un constat de ça. C'est bien. Donc on est victime de ça. Puis on va parler. Et qu'est-ce qu'on en fait? Oui, on fait quoi? Et qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on va essayer, pas de les condamner? Moi, ce qui m'intéresse, on voit bien même en tant que parent que ça peut être, que c'est un sujet. Mais en tout cas, c'est pas des cas isolés, ils sont un peu globalement tous comme ça. Pas tous. C'est là. Maintenant, je me dis, est-ce qu'ils ont pas le goût de l'effort, ou est-ce qu'ils sont en quête de sens, en perte de sens? Et qui a le devoir de leur amener du sens? Qu'est-ce qu'on leur laisse, qu'est-ce qu'on leur propose pour qu'ils trouvent du sens? Parce que moi je pense qu'à l'inverse, une équation différente, je ne suis pas très fort en maths, mais que si on trouve du sens, comme vous avez trouvé du sens dans la course à pied, j'ai trouvé du sens dans mon défi, vous trouvez tous du sens à quelque chose, moi c'est le sens qui m'a extrêmement motivé et qui est allé me chercher dans cette motivation intrinsèque. Et peut-être qu'aujourd'hui, eux, l'envie ce qu'on leur propose n'a pas beaucoup de sens. Et que si on prend le sujet en disant, peut-être que s'ils trouvent du sens, et je vois plein de jeunes d'ailleurs qui ont 15, 16, 17, 18 ans s'orienter vers des filières, où quand ils ont le déclic et qu'ils ont trouvé le sens, le goût de l'effort, il est naturel, comme pour nous quand on veut faire un ultra. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ok, on va pas... Même si, c'est mon avis. Hein, oui, mais après, chacun est responsable. C'est pas que, on va pas non plus les... Ils ont aussi, j'ai envie de dire, je crois en ce que je dis, mais c'est pas non plus pour les disculper de tout. Et puis il y a aussi, moi c'est mon avis, hein, j'ai pas la science infuse là-dessus, et puis c'est que mon humble avis qui peut être partagé ou pas par... Là c'est pas mon expérience qui va faire j'ai raison sur ce que je dis, mais tous les outils, tout ce qu'on nous propose aussi, je dis souvent cette phrase, nous on était inrentrables, c'était difficile de nous faire rentrer à l'intérieur, aujourd'hui ils sont presque insortables parce qu'on propose tout un tas de choses qui nous rendent un peu... où le sport il est plutôt derrière les écrans. Voilà. Où l'activité physique, elle est derrière les écrans.
J'ai pas toutes les solutions. Heureusement d'ailleurs, mais en tout cas c'est un sujet qui me touche et qui m'interpelle. Et en tout cas on a au moins à notre niveau la responsabilité, au moins moi à mon niveau en tant que parent, d'essayer de proposer un peu autre chose. D'essayer de proposer autre chose. Et de faire voir qu'on peut faire autre chose. De faire voir qu'on peut faire des choses. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à nager à 50 ans, enfin, etc. etc. Oui. Enfin, voilà, oui. C'est ça. Bah, comme madame. J'ai vécu la même chose à 50 ans. Dans le prolongement de cette conversation, là, sur la notion d'effort, je partage un petit bouquin qui s'appelle La philosophie de l'effort d'Isabelle Queval, et elle aborde justement la notion de l'effort qu'elle raccorde à la notion de mérite et à la notion de progrès. Donc je trouve que ça illustre un petit peu ce qu'on a en train de dire. C'est une belle vertu, en tout cas. C'est une belle vertu. Oui. Parce qu'à le pourquoi de l'effort ou la place de l'effort, effectivement, c'est aussi s'accorder dans quel but je vais vers cet effort. Ça peut être aussi rattaché à la notion de sens que vous mettiez en avant. Et je trouve ça intéressant aussi de le raccorder peut-être à une notion de progrès de soi ou de mérite qu'on peut accorder aussi par rapport à cette nouvelle discipline qu'on va acquérir, etc. etc. Et voilà, je partage le bouquin. C'est vrai qu'on constate un peu, je vous tout de suite. Ouais, Isabelle, il y a de l'impatience derrière aussi. Il y a une notion d'impatience. La facilité. Et de facilité. Mais c'est un peu culturel. Enfin, sur la question justement de l'intérieur, vous étiez à l'extérieur, on était une génération où on était plutôt allé à l'extérieur et peiner à rentrer dans le monde intérieur de l'école, de la maison. Inversement, aujourd'hui, il y a une stat qui est parue il y a quelques mois. 60% de nos enfants de moins de 10 ans passent moins d'une minute dehors au cours de la semaine. C'est-à-dire qu'entre la maison, le transport, la voiture, etc., l'école, la cantine, pour revenir à la maison, repartir à l'école. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une activité sportive, culturelle, elle se fait souvent en intérieur, musique, gymnase, on rentre chez soi. Et finalement, il y a eu tout un tas d'activités qui ont rythmé toute la journée, toute la semaine, avec au final 0 minute à l'extérieur. Et quand on reparle de l'extérieur, c'est un extérieur bétonné, artificialisé, et pas un extérieur naturel. Donc il y a aussi cette perte complète justement de la relation au monde, à l'effort, au plaisir, à prendre le temps par rapport à tout ça. 60% des enfants de moins de 10 ans. Et sûrement aussi beaucoup d'adultes. Des adultes aussi, hein. Bien sûr. Sur la maison, on rend la voiture, on s'en vélo. C'est pareil, hein. Un vélo, normal. C'est pour ça que je me le matin, c'est pareil. Alors que j'écoutais encore ce matin, je crois, à la radio, sur l'arthrose. Effectivement, il y a le fait de perdre du poids, mais que plus on arrive à faire l'effort de marcher avec l'arthrose, vous déverrouillez un peu les... Et c'est l'effet inverse. Mais à tout âge, si on le voit sur les campagnes justement de santé, où avant vous aviez un problème de dos, vous mettez la ceinture lombaire, vous ne bougiez plus, etc. Et maintenant on vous dit vous avez un problème de dos, bougez. C'est tout ce qui est neurodynamique maintenant. C'est ce que il y a un kiné qui s'appelle Major Mouvement. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et en fait, c'est un kiné qui est connu. Et en fait, il fait tout ce qui est sur neurodynamique. Et qu'en fait, c'est le mouvement qui fait qu'on a moins mal, etc. Et maintenant, il fait des tutos sur YouTube où il s'associe avec des corps médicaux, donc un rhumatologue, quelqu'un qui est sur le diabète, etc., pour expliquer et désacraliser en fait certaines choses. Donc je pense qu'effectivement, maintenant, il y a de nouvelles études qu'il faut qu'effectivement il faut bouger pour pouvoir enlever l'arthrose. Dans les études, on sait que pour aller mieux, il faut bouger. On sait que moi, si je fais du sport, tous les 3 ans, on en fait beaucoup. Très clairement, on se lève très tôt le matin. Daphné qui dit qu'elle n'est pas sportive, mais croyez-moi sur parole, elle est sportive. Et on fait ça. Moi, j'aime manger. Très clairement, si je ne faisais pas de sport,
j'aurais toujours 1m82, mais je ferais 100 kg, quoi. Et donc, on sait que le sport permet d'aller mieux. L'activité physique. L'activité physique, la course à pied, la marche, la natation. Il n'y a pas besoin de grand chose en fait pour faire du sport et une paire de. Enfin, il faut même rien quoi. Il y a une dame pas besoin d'avoir des semelles, je sais pas quoi. Voisine, elle prend ses bâtons, elle marche. Ben voilà, et on n'a plus mal au dos. Marcher, c'est très 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 important. Sans parler forcément de trucs dingues. Ben bien sûr, pas besoin de faire 3000 km. Exactement. Et pour revenir aux enfants, l'éducation est quand même très importante. Et effectivement, les enfants sortent pas, mais les adultes non plus. Et au bout d'un moment, c'est terrible, c'est terrible. Mais est-ce que ça n'a pas de fait tout le temps existé? Parce qu'autour de soi, est-ce qu'on n'a pas... Moi j'étais avec une bande de copines, j'étais la seule à la natation, quoi. J'étais la seule à faire du sport. Et on est de fait très peu à faire du sport. C'est vrai qu'on devient ce qu'on voit aussi, on va parler un peu d'exemplarité, d'exemplarité, c'est pas vouloir être exemple, mais si on est dans un environnement où on voit effectivement des parents aller se bouger, faire du sport, l'enfant il voit ça, c'est-à-dire qu'au-delà des mots, il voit quelqu'un faire ça, il suit. Donc je pense que la culture du sport elle vient aussi, l'activité elle vient aussi par là. Vos enfants font du sport? Pardon? Vos enfants font du sport? Oui, parce qu'ils sont obligés. Je suis d'accord. Je les oblige justement pas. D'ailleurs, il y en a un, il est en burn-out sportif, je suis pour rien. C'est intéressant aussi, c'est important. Il y a aussi à l'inverse l'excès. Moi, je vois aussi beaucoup de coureurs à pied, je trouve, qui je vois des sportifs malheureux. La bigorexie, c'est important d'en parler. C'est toujours une question d'équilibre en fait. On n'a pas parlé d'une notion, c'est que bouger, courir, sauter, mais l'équilibre dans tout ça. Et puis on est shooté aussi. Hein. Des sportifs toxicomanes. Non mais je veux dire, on est shooté par les endorphines, les dopamines et tout en truc en in, qui fait que quand on en fait beaucoup trop, au bout d'un moment, on n'arrive pas à s'arrêter. La cocaïne, vous avez oublié aussi. Non, mais après avoir autant parlé de plaisir, je m'en veux de mettre un arrêt sur l'échange, je suis sûr qu'il pourrait se poursuivre. Mais comme il y a la contrainte de fermeture sur le site, c'est encore bon. En tout cas, je pense qu'on peut vraiment vous remercier, Tony Leblanc, de cet échange. Merci à vous d'être venu et d'avoir partagé ce moment. Et puis, voilà, si ça vous a donné une envie de vous faire plaisir en prenant soin de vous, que ce soit course à pied, autre sport, même très modestement badminton, semble-t-il, après l'ambassadeur Fête de la Science, c'est déjà une première activité pour ceux qui ne se sentent pas très sportifs. Mais en tout cas, merci d'être venu ce soir, et puis en vous invitant à suivre la programmation du muséum. Au mois de novembre, on aura certainement l'occasion de proposer d'autres sujets, notamment avant que l'Expo Rhône se termine, des sujets autour de ce domaine, et tout au long de l'année. N'hésitez pas aussi à en parler auprès de vos amis, vos connaissances, de les inviter à être plus curieux. Alors, pour recevoir l'information, le mieux, comme dit sur Bourges, vous regardez sur les nouvelles, vous regardez sur le muséum, et puis vous avez la possibilité sur le site de Centration de vous inscrire pour recevoir directement les informations.